Bonjour et bienvenue. Profitez de ce récit, abonnez-vous et activez les notifications. Cole Harrison avait toujours cru que l'honnêteté était le fondement de toute relation authentique. À 39 ans, il passait ses journées à enseigner l'histoire à des lycéens, s'efforçant de leur inculquer non seulement la connaissance du passé, mais aussi des valeurs comme l'intégrité et la force de caractère. Il était ce genre de professeur qui arrivait tôt, restait tard pour aider les élèves en difficulté et organisait des clubs de débat parce qu'il croyait sincèrement au pouvoir de l'éducation. Sa passion pour l'enseignement était évidente pour tous, et il ne s'était jamais soucié de son modeste salaire. Pour Cole, la récompense se lisait dans les yeux des enfants lorsqu'ils comprenaient enfin un concept difficile. Amanda, son épouse depuis 10 ans, avait emprunté un chemin bien différent. À 36 ans, elle était directrice marketing dans une start-up technologique dont la croissance avait explosé au cours des 3 dernières années. Ce qui avait commencé comme une petite entreprise de logiciels éducatifs était devenu un acteur majeur du marché, avec des millions d'investissements et des plans d'expansion agressifs. Amanda s'épanouissait dans cet environnement. Son revenu avait triplé, elle voyageait constamment pour des conférences, assistait à des réunions d'investisseurs à fort enjeu et portait des vêtements de créateurs qui coûtaient plus que le salaire mensuel de Cole. Il avait toujours été fier de ses réussites, célébrant chaque promotion comme une victoire commune. Après tout, ils formaient une équipe, n'est-ce pas? Max, leur fils de 8 ans, était le centre du monde de Cole. Le garçon avait les yeux curieux de son père et la détermination de sa mère. Chaque matin, Cole préparait le petit déjeuner de Max, vérifiait son sac à dos, l'aidait à faire ses devoirs et l'accompagnait à l'école. Amanda participait rarement à ces rituels. Elle partait tôt pour des réunions ou rentrait tard de voyage, répétant toujours qu'elle construisait un avenir meilleur pour la famille. Cole ne remettait jamais cela en question, assumant davantage de responsabilités ménagères pour s'assurer que Max se sente aimé et entouré. Au cours des 6 derniers mois, quelque chose avait changé. Amanda était encore plus absente, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Lorsqu'elle était à la maison, elle passait des heures enfermée dans son bureau, enchaînant les appels vidéo privés. Quand Cole essayait de parler de sa journée, il n'obtenait que des réponses brèves et irritées. Ses messages restaient sans réponse pendant des heures. Et lorsqu'il exprimait son inquiétude ou lui demandait d'être plus présente dans la vie de Max, Amanda l'accusait d'être peu sûre de lui, autoritaire et de ne pas comprendre les exigences d'une carrière sérieuse en entreprise. Il y avait une pointe de mépris dans sa voix lorsqu'elle prononçait ces mots, comme si le travail de Cole n'avait aucune importance. Il ravalait sa peine, se disant que c'était simplement le stress du travail. Le gala de charité annuel de l'école était l'un des événements que Cole attendait avec le plus d'impatience chaque année. Organisé pour collecter des fonds pour le programme artistique, l'événement réunissait enseignants, parents et membres de la communauté pour une soirée de célébration. Cole avait passé des mois au sein du comité d'organisation à obtenir des dons, à coordonner la vente aux enchères silencieuses et à vendre des billets en personne. Amanda avait accepté de l'accompagner, bien qu'elle ait clairement fait savoir qu'elle préférerait faire n'importe quoi d'autre. Le soir de l'événement, Amanda descendit les escaliers vêtue d'une robe en soie bleu nuit que Cole n'avait jamais vue. Elle était magnifique, mais il y avait une froideur dans son regard lorsqu'elle le toisa dans son simple costume. Sur le chemin de la salle de bal, Amanda se plaignit de devoir passer la soirée avec des professeurs ennuyeux et des parents de banlieue sans ambition.
Cole tenta d'ignorer ces remarques, se concentrant sur les derniers détails de la fête. La salle de bal était décorée avec une élégance sobre. Un éclairage doux, des arrangements floraux offerts et des nappes blanches créaient une atmosphère chaleureuse. Cole salua des dizaines de personnes, présenta Amanda à ses collègues et tenta de l'intégrer aux conversations. Mais elle était visiblement impatiente, consultant constamment son téléphone, soupirant bruyamment et buvant du vin rouge à un rythme alarmant. Vers 21h30, pendant le discours du directeur sur l'importance des arts, Amanda murmura à Cole que l'événement était provincial et qu'elle n'en pouvait plus. Cole lui demanda de faire au moins semblant d'être intéressé. C'était important pour lui. Amanda leva les yeux au ciel, vida son troisième verre de vin d'un trait et se leva brusquement, attirant l'attention de plusieurs personnes. Elle marmonna quelque chose à propos de prendre l'air et quitta la salle de bal d'un pas légèrement chancelant. Cole attendit, son inquiétude grandissant. 5 minutes passèrent, puis 10, puis 15. Il s'excusa et partit à sa recherche. Il vérifia les toilettes, le hall d'entrée, le jardin latéral, mais Amanda était introuvable. Un mauvais pressentiment le guida vers le parking. La nuit était froide et le parking faiblement éclairé. Cole marchait entre les voitures, cherchant leur berline. Il était sur le point d'abandonner quand il entendit un son étouffé provenant de la zone plus sombre où 2 bus scolaires étaient garés. Cole suivit le bruit, le cœur battant à tout rompre. Et puis, il vit. Amanda était plaquée contre le flanc d'une berline noire, le dos cambré, la tête renversée. Un homme en costume impeccable était penché sur elle, ses mains glissant sous sa robe de soie bleue, remontant le long de ses cuisses. Ils s'embrassèrent avec une faim désespérée, une intimité qui indiquait clairement que ce n'était pas la première fois. Amanda gémit doucement, ses doigts emmêlés dans les cheveux de l'homme. L'homme lui chuchota quelque chose à l'oreille, et Amanda rit, ce rire doux et intime qu'elle lui réservait à lui seul, des années auparavant. Cole eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Son premier instinct fut de crier, de courir et d'arracher cet homme à sa femme. Mais quelque chose de plus profond, de plus calculateur, prit le dessus. C'était la même partie de son esprit qui organisait les preuves historiques, celle qui apprenait à ses élèves à documenter leurs sources. Ses mains tremblaient lorsqu'il sortit son téléphone de sa poche, mais il le tint assez fermement pour enregistrer une vidéo. 30 secondes, des visages nets, des gestes sans équivoque. Tout était documenté. Lorsque Cole rangea son téléphone, il prit une profonde inspiration et s'avança jusqu'à n'être plus qu'à 3 mètres. Sa voix, quand elle s'éleva, était d'un calme terrifiant. Amanda. Elle se retourna si vite qu'elle faillit perdre l'équilibre sur ses talons. Ses yeux, encore mi-clos de désir, s'écarquillèrent de pure terreur lorsqu'elle reconnut son mari. L'homme en costume s'écarta comme s'il s'était brûlé, rajustant frénétiquement sa cravate. Un instant, tous trois restèrent figés. « Cole, je… » commença Amanda d'une voix pâteuse, tentant de s'approcher. « Ce n'est pas ce que tu penses. J'ai trop bu. Je ne réfléchissais pas. »« Ce n'est pas ce que tu penses, » l'interrompit Cole, et il y avait quelque chose de mortel dans son ton qui fit reculer Amanda. Il leva le téléphone, l'écran affichant un arrêt sur image du moment le plus incriminant. « J'ai tout enregistré, Amanda. 30 secondes de toi et de ce… » Il regarda l'homme avec un mépris absolu.
qui que soit cet homme, dans une position qui montre bien que ce n'était pas une erreur d'un instant. Combien de fois as-tu fait ça pendant que j'étais à la maison à m'occuper de notre fils? L'homme en costume marmonna qu'il ne savait pas qu'ils étaient encore ensemble et courut pratiquement jusqu'à sa voiture, quittant le parking en trombe. Cole ne le regarda même pas. Ses yeux étaient rivés sur Amanda, qui pleurait maintenant, son maquillage coulant sur son visage. Cole, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer, supplia-t-elle en attrapant son bras. C'était une terrible erreur. J'étais ivre, confuse, ça ne veut rien dire. Cole recula, évitant son contact comme si c'était du poison. Ça ne veut rien dire. Tu me prends pour un imbécile, Amanda. Tu crois que je n'ai pas remarqué les changements, les mensonges, les voyages d'affaires suspects? Je ne voulais juste pas y croire parce que je pensais vraiment que nous avions construit quelque chose de vrai. Ah. Il secoua la tête, sentant la colère céder la place à une profonde tristesse. Quand nous rentrerons, tu dormiras dans la chambre d'amis. Demain matin, je veux que tu fasses tes valises et que tu partes. Lundi, je dépose une demande de divorce. Tu ne peux pas faire ça, cria Amanda, sa voix d'ivrogne devenant stridente. J'ai des droits. Max est aussi mon fils. Max, répéta Cole, et sa voix se brisa pour la première fois. Tu te souviens de Max? Le garçon que tu vois à peine parce que tu es toujours en train de travailler ou de faire ça? Il désigna l'endroit où elle se tenait. Tu penses vraiment que je vais laisser mon fils grandir auprès de quelqu'un d'aussi irresponsable? Amanda continua de pleurer et de discuter, mais Cole s'était déjà détourné. Il lui commanda un Uber via l'application et lui envoya les détails sur son téléphone. Puis, avec une maîtrise de soi qu'il ne se connaissait pas, Cole retourna dans la salle du gala, afficha un sourire et termina la soirée en saluant les donateurs. Personne ne remarqua que quelque chose n'allait pas. Le week-end fut un brouillard tendu. Amanda resta enfermée dans la chambre d'amis, n'en sortant que pour tenter de parler à Cole, qui l'ignora complètement. Max, sentant que quelque chose n'allait pas, devint silencieux et inquiet. Cole assura à son fils que tout allait bien, que papa et maman avaient juste une conversation difficile, mais qu'ils seraient toujours aimés. Aux premières heures du dimanche, alors qu'Amanda dormait enfin après des heures de pleurs, Cole se rendit dans le bureau qu'ils partageaient et alluma l'ordinateur portable commun. Ce qu'il découvrit fut pire que ce qu'il avait imaginé. Le dossier d'email était caché dans un sous-dossier intitulé Rapport 2024. Des centaines de messages échangés avec Gavin Mercer, le vice-président d'Amanda à la start-up. Les messages avaient commencé 8 mois plus tôt, d'abord professionnels, puis enjôleurs, devenant rapidement explicites. Il y avait des photos, des plans détaillés pour des rendez-vous à l'hôtel, des conversations sur des week-ends entiers passés ensemble, alors que Cole la croyait en conférence. Mais ce qui brisa vraiment le cœur de Cole, ce furent les messages où Amanda se moquait de lui. Mon mari est un professeur raté qui pense changer le monde en enseignant à des adolescents gâtés, avait-elle écrit. Il gagne une misère et n'a aucune ambition. Parfois, je me demande pourquoi je suis encore mariée avec lui. Dans un autre message, lorsque Gavin lui demanda pourquoi elle ne demandait pas simplement le divorce, Amanda répondit « La commodité surtout, et à cause du gamin. Un divorce, c'est compliqué. » Le gamin. Elle avait appelé son propre fils « le gamin ».
La rage monta en Cole, mais il la canalisa. Il créa un dossier et copia tous les emails pertinents. Il fit des captures d'écran des conversations révélatrices. Il téléchargea les relevés bancaires et surligna les transactions suspectes. 3 000 $ dans un spa de luxe qu'Amanda avait prétendu être une retraite de méditation, mais que les emails révélaient être un week-end avec Gavin. 500 $ en lingerie coûteuse. Des paiements récurrents à des hôtels. Le lundi matin, Cole était dans le bureau de Patricia Brennan, une avocate spécialisée dans les divorces conflictuels. Patricia était une femme d'une cinquantaine d'années, les cheveux gris tirés en un chignon sévère, des yeux qui avaient vu toutes les variations de la trahison humaine. Cole exposa tout. La vidéo du parking, les emails imprimés, les relevés bancaires surlignés et les messages où Amanda qualifiait Max de nuisance. Patricia parcourut les documents en silence, son expression professionnelle cédant la place à une indignation sincère. Monsieur Harrison, dit-elle enfin en retirant ses lunettes de lecture, je vois rarement un cas aussi bien documenté dès le départ. Votre instinct d'enregistrer cette vidéo et de préserver ses preuves était absolument le bon. D'après ce que vous m'avez montré, en particulier les messages désobligeants sur votre enfant et le détournement de fonds matrimoniaux pour entretenir une liaison, je suis convaincu que nous pouvons obtenir la garde physique principale de Max. Votre femme a fait preuve d'une négligence affective et d'un comportement inapproprié qu'un juge prendra très au sérieux. Je veux juste protéger mon fils, dit Cole, et sa voix se brisa enfin. Il ne mérite pas de grandir en pensant que ce genre de comportement est normal. Il ne mérite pas une mère qui le qualifie de nuisance. Et il n'aura pas à le subir, assura Patricia, esquissant déjà la stratégie juridique. Nous allons déposer la demande de divorce aujourd'hui. Nous y inclurons toutes ces preuves. Nous demanderons la garde physique principale, avec seulement des visites supervisées pour Amanda dans un premier temps, et nous exigerons le remboursement des fonds matrimoniaux qu'elle a détournés. Les semaines suivantes furent un tourbillon de documents juridiques et d'audiences. Amanda engagea son propre avocat, qui plaida qu'elle méritait la garde partagée de Max et la moitié de tous les biens. Mais lors de la première audience pour la garde, lorsque Patricia présenta la vidéo, les emails et surtout les messages où Amanda appelait Max le gamin, l'expression du juge changea radicalement. Madame Harrison, dit le juge d'un ton glacial, les preuves présentées ici montrent un schéma de comportement qui m'inquiète profondément. Non seulement il y a eu infidélité conjugale, mais il y a des preuves claires de négligence affective envers l'enfant et de détournement des ressources financières de la famille. Des messages écrits de votre part, qualifiant votre propre enfant de manière aussi dégradante, sont extrêmement troublants. Amanda pleura. Son avocat tenta de faire valoir que les messages étaient sortis de leur contexte, qu'elle était sous pression, qu'elle aimait profondément son fils. Mais le mal était fait. Le juge ordonna une évaluation psychologique complète d'Amanda avant d'envisager toute visite non supervisée et accorda à Cole la garde physique principale temporaire, Amanda n'étant autorisée qu'à 2 heures de visite supervisée le dimanche. La répartition des biens fut tout aussi favorable à Cole. Son avocate fit valoir qu'Amanda avait détourné plus de 10 000 $ de fonds matrimoniaux en 8 mois. Le juge fut d'accord et lui ordonna de rembourser la moitié de cette somme, en plus de renoncer à toute prétention sur le mobilier et les biens de la maison. Mais la vengeance la plus profonde vint d'une manière que Cole n'avait jamais délibérément planifiée.
Il avait toujours été respecté au sein de la communauté scolaire et lorsque les gens l'interrogeaient sur le divorce, Cole ne répandait pas de commérages malveillants. Il disait simplement la vérité, calmement et avec dignité. Nous divorçons parce que j'ai découvert qu'Amanda avait une liaison avec un dirigeant de son entreprise, disait-il, sans exagération, juste les faits. Je l'ai surprise dans une situation compromettante au gala de l'école. Je me concentre maintenant sur Max. La vérité, dite simplement et sans détour, fut plus puissante que n'importe quelle rumeur. La communauté se rallia à lui et la nouvelle se répandit. L'un des parents à qui Cole avait mentionné le divorce était Daniel Chen, un investisseur en capital risque qui avait beaucoup misé sur la start-up où travaillaient Amanda et Gavin. Daniel était inquiet. Les liaisons entre cadres créaient un environnement de travail toxique et exposaient l'entreprise à des poursuites potentielles. Il fit part de ses préoccupations au conseil d'administration et une enquête interne discrète fut lancée. Ce que l'enquête révéla fut pire que ce que Daniel avait imaginé. Gavin avait utilisé les fonds de l'entreprise pour payer des dîners et des hôtels qu'il prétendait être des frais de représentation, mais qui étaient en réalité des rendez-vous avec Amanda. Il y avait un conflit d'intérêts évident. Il était le supérieur direct d'Amanda et avait influencé sa récente promotion. De plus, Gavin était marié, son épouse Lauren étant la fille d'un autre investisseur majeur de la start-up. Lorsque Lauren découvrit la liaison, grâce à une information anonyme lui donnant des détails précis, elle fut dévastée et furieuse. Elle engagea immédiatement un avocat et entama sa propre procédure de divorce houleuse. Son père, enragé non seulement par la trahison envers sa fille, mais aussi par la tâche sur la réputation de l'entreprise, fit pression sur le conseil d'administration pour qu'il agisse. 3 mois après la découverte dans le parking, Amanda et Gavin furent tous deux licenciés. L'entreprise invoqua publiquement une restructuration organisationnelle, mais tout le monde connaissait la vérité. Gavin perdit non seulement son emploi, mais aussi la moitié de ses biens dans son divorce avec Lauren, et sa réputation dans le secteur fut durablement entachée. Amanda, sans son emploi bien rémunéré, dut chercher du travail dans de plus petites entreprises. Elle finit par accepter un poste bien inférieur de coordinatrice marketing, gagnant moins d'un tiers de ce qu'elle touchait auparavant. Dans les mois qui suivirent, Cole concentra toute son énergie sur Max. Il continua d'être le même enseignant dévoué, mais avec une profondeur d'empathie nouvelle pour les élèves issus de foyers brisés. Il commença une thérapie, non seulement pour surmonter la trahison, mais aussi pour s'assurer de ne porter aucune rancœur qui pourrait affecter Max. Les visites supervisées d'Amanda avec Max étaient douloureuses. Le garçon, d'abord confus et blessé par l'absence soudaine de sa mère, s'adapta progressivement à la nouvelle réalité. Amanda tenta de se racheter avec des cadeaux coûteux, mais Max semblait plus intéressé par du temps de qualité. Avec le temps et après l'évaluation psychologique, le juge autorisa des visites non supervisées un week-end sur 2. Mais le lien mère-fils était brisé. Un an après cette nuit sur le parking, Cole était dans une situation très différente. La maison, désormais uniquement la sienne, semblait plus petite mais plus chaleureuse. Il avait transformé l'ancien bureau en salle de jeu pour Max, remplie de livres, de puzzles et d'une petite table où ils faisaient leurs devoirs ensemble. Les murs étaient couverts des dessins de Max, de photos d'eux deux en excursion, preuve d'une vie en reconstruction. Cole avait aussi recommencé à fréquenter quelqu'un.
Il y avait une bibliothécaire à l'école, Sarah, une femme douce de 37 ans, divorcée et mère d'une fille du même âge que Max. Ils commencèrent comme amis, prenant un café pendant les pauses. Lentement, l'amitié s'approfondit. Sarah rencontra Max avec prudence et douceur, respectant toujours le traumatisme que le garçon avait subi. Et Max, à la surprise de Cole, l'appréciait sincèrement. 2 ans après la découverte, Cole était assis sur les gradins du terrain de football, regardant Max jouer son premier match officiel. Le garçon avait grandi, gagné en confiance, et le sourire qui illuminait son visage lorsqu'il levait les yeux vers les tribunes et voyait son père l'encourager était la plus belle chose que Cole ait jamais vue. Sarah était assise à côté de lui, sa main trouvant naturellement la sienne. De l'autre côté du terrain, Cole vit Amanda arriver pour regarder la seconde moitié du match. Elle avait l'air différente, plus mince, vêtue plus simplement, avec une tristesse permanente dans le regard. Elle fit un signe de la main à Max, qui lui répondit poliment avant de se reconcentrer sur le jeu. Cole ressentit un pincement au cœur, pas tout à fait de la pitié, mais peut-être de la tristesse pour la personne qu'Amanda aurait pu être si elle avait fait des choix différents. Mais il ne ressentait plus de colère. La colère s'était érodée avec le temps, la thérapie, et surtout avec l'amour qu'il voyait grandir en Max chaque jour. Cole avait accepté le fait qu'Amanda ne serait jamais l'épouse qu'il pensait avoir épousée, ni la mère que Max méritait. Mais sa trahison, aussi douloureuse qu'elle a été, l'avait libéré d'une vie de mensonges. 3 ans après cette nuit, Cole faisait des grillades dans son jardin pour un petit groupe d'amis. Max courait sur la pelouse avec la fille de Sarah et des camarades de classe, son rire emplissant l'air. Sarah était dans la cuisine, préparant des salades en fredonnant doucement. Des collègues enseignants discutaient avec animation. C'était une scène ordinaire, presque banale, mais pour Cole, c'était tout. Il ne croisa plus jamais Amanda en dehors de brefs échanges lors des visites de Max. Il entendit par des connaissances communes qu'elle essayait de reconstruire sa vie, qu'elle suivait une thérapie, qu'elle commençait peut-être à comprendre ce qu'elle avait perdu. Une partie de lui espérait qu'elle trouverait une forme de paix, non pas pour elle, mais pour Max. Mais Cole n'avait pas besoin de nouvelles de la vie d'Amanda. Il avait appris la leçon la plus importante qu'il pouvait enseigner à ses élèves. L'intégrité n'est pas ce que l'on fait quand c'est facile, mais ce que l'on choisit quand c'est difficile. La vérité finit toujours par éclater. Et reconstruire sa vie avec dignité, entouré d'un amour sincère, n'est pas seulement la meilleure des vengeances, c'est la seule qui compte vraiment. Cet après-midi d'été, alors que le soleil commençait à se coucher, Cole regarda les gens qu'il aimait, la vie qu'il avait bâtie, et ressentit de la gratitude. Pas pour la trahison, jamais, mais pour la force qu'il avait découverte en lui, pour sa capacité à choisir la dignité plutôt que l'amertume, et pour la chance de montrer à Max qu'il est possible de sortir de n'importe quelle obscurité et de croire encore en l'amour, l'honnêteté et la bonté fondamentale des bonnes personnes. Le barbecue était prêt. Les amis se rassemblèrent autour de la table, et Max demanda à dire la prière qu'il faisait toujours avant de manger. D'une voix claire, il les remercia pour le repas, pour la famille, pour les amis et surtout pour son père, qui avait toujours été là. Cole sentit une vive émotion lui piquer les yeux, mais c'était de bonnes larmes. Et en cet instant, Cole Harrison sut, avec une certitude absolue, qu'il avait fait ce qu'il fallait.
que protéger Max, chercher la vérité, s'accrocher à son intégrité, même quand il aurait été plus simple de céder à la violence ou à l'amertume, tout cela avait valu la peine de traverser chaque épreuve. Car en fin de compte, ce n'est pas la trahison qui définit une personne, mais la manière dont elle choisit de se relever. Et Cole avait choisi de se relever avec dignité, avec amour et avec la certitude que vivre en accord avec soi-même est la plus belle des victoires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouveauté. À la prochaine!